Salut à tous, je reviens aujourd'hui pour vous faire un petit point lecture. Alors d'abord je tiens à m'excuser par rapport au décor de mes vidéos, donc petit hors sujet. Je me suis rendu compte qu'en fait sur mes dernières vidéos depuis que je suis dans cet appartement, j'avais pas du tout fait gaffe au fait qu'il y avait un sac super moche accroché là-bas dans le coin et tout. Enfin, d'ailleurs on voit toujours qu'il y a un peu de bordel derrière qui n'a pas bougé depuis mon emménagement, des choses que je n'ai jamais rangées, bref. Donc je m'excuse pour la négligence du décor dans mes vidéos. J'ai au moins dégagé le sac pour cette vidéo là, mais bon voilà, c'est vrai que j'ai pas forcément, en fait je fais des vidéos vraiment par plaisir comme ça, un peu quand j'ai une inspiration qui me vient, tiens je pose la caméra et puis voilà, mais c'est pas du tout des vidéos préparées, c'est pas du tout des vidéos professionnelles entre guillemets, je fais pas de montage, je fais pas de petits effets et tout ça, donc des fois ça fait vraiment très très amateur, mais bon, voilà, c'est comme ça, j'ai pas forcément envie de passer énormément de temps à faire ces vidéos, puisque si je commence à beaucoup travailler dessus et un peu me prendre la tête sur des détails, je pense que la motivation de faire des vidéos va finir par me passer, puisque je préfère garder ma motivation pour faire d'autres choses. En fait, les vidéos c'est pas ma grande priorité dans la vie, on va dire. Donc voilà, tout ça pour dire que, pardon pour le sac super moche qui était accroché avant, et puis je vais essayer de faire un peu plus attention à ça maintenant. Donc ce point lecture sera en même temps aussi une sorte de petit book haul, puisque je vais vous présenter des livres que je n'avais pas en ma possession la dernière fois, que j'ai acheté entre temps. Mais je commence tout d'abord avec un livre que je vous avais déjà montré. Il s'agit de 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Alors ce livre a subi un tragique accident, puisque je ne sais pas si ça se voit, mais il est tout gondolé. En fait, c'est une histoire totalement idiote. Je l'avais pris dans mon sac à dos pour l'emmener sur mon lieu de stage. Et ce jour-là, je me suis pris un déluge sur la tête, mais vraiment un déluge biblique. C'était incroyable, j'avais jamais vécu ça de ma vie, je pense. Il est tombé des trompes d'eau alors que j'avais pas de capuche, j'étais en t-shirt, enfin n'importe quoi. Je suis arrivée sur mon lieu de stage, tout le monde m'a regardé genre what, parce que j'étais complètement trempée et mon sac à dos n'était pas tout à fait étanche, donc le livre qui était à l'intérieur a pris l'eau. Et autant vous dire que j'étais tout à fait consternée en découvrant ça, puisqu'il a bien pris l'eau. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup sur la vidéo, mais il y a vraiment une assez grosse partie du livre qui a été endommagée. Alors heureusement les pages ont tenu le coup, donc j'ai pu quand même poursuivre ma lecture jusqu'à la fin, mais bon, du coup il est abîmé et je n'aime pas quand mes livres sont abîmés, donc j'étais un peu triste. Voilà. Mais à part ça, c'est une lecture, alors c'est une lecture qui m'a laissé une impression assez étrange. Je pourrais pas dire que j'ai adoré ce livre, et en même temps je l'ai trouvé très bien. Je lui ai mis la note de 17 sur Livradix, ce qui est une très bonne note. Mais en même temps, c'est une lecture que j'ai trouvée un peu difficile. Alors déjà pour vous expliquer juste un peu de quoi ça parle, donc 100 ans de solitude, c'est un roman, une sorte de classique moderne qui donc a été écrit par Gabriel Garcia Marquez, qui est un auteur colombien qui a vécu aussi au Mexique. Et donc c'est un roman qui se déroule en Amérique du Sud. Alors le pays n'est pas précisé, moi j'imaginais que c'était la Colombie, mais bon ça aurait pu être un autre pays tout aussi bien. Et donc c'est un roman assez inclassable, il est qualifié de réalisme magique puisqu'en fait ça se passe dans le monde réel, voilà, mais il y a des petits éléments fantastiques qui surviennent au fur et à mesure du récit. Et donc en fait dans ce roman on va suivre le destin d'une famille, la famille Buendia, qui va en fait être la fondatrice d'un petit village qui s'appelle Macondo. Et en fait on va partir donc des fondateurs du village, donc José Arcadio Buendia et sa femme Ursula Buendia, donc, qui vont en fait partir un peu en expédition à travers la jungle avec un certain nombre d'autres personnes qui à un moment donné vont s'arrêter dans un endroit au bord d'une rivière où l'homme n'avait jusqu'à présent jamais habité, et ils vont décider de fonder un village à cet endroit-là. Et donc José Arcadio, ça va être un peu le patriarche à la fois de la famille Buendia et de tout le village, puisque donc c'est lui qui organise tout au niveau de la vie sociale, etc. Donc la famille Buendia va avoir une très très grosse importance au village de Macondo et va être vraiment intimement liée à l'histoire du village. Je n'arrête pas de dire village.
Et en fait, on va suivre cette famille sur un siècle. Donc on va suivre les enfants, puis les petits-enfants, puis etc. Et la particularité, ça va être que la famille Buendia va être frappée par une malédiction qui les condamne à 100 ans de solitude. Alors je ne vais pas vous en dire plus par rapport à ça, puisqu'en fait on découvre le contenu, enfin les implications de cette malédiction un peu au fur et à mesure, et en fait les détails ne sont révélés qu'à la toute fin. Donc du coup je préfère pas vous en dire plus, voilà, sachez juste qu'il y a une malédiction. Et donc c'est un roman qui du coup va beaucoup parler de la solitude forcément, et qui va être assez tragique. Alors c'est assez curieux puisque en même temps ça va être tragique, en même temps c'est un roman qui est pas non plus hyper sombre du début à la fin. Il y a aussi beaucoup de légèreté puisqu'on va suivre un petit peu la vie des Buendia, donc sur plusieurs générations, et la vie du village en même temps, puisqu'il va se passer pas mal d'événements. Donc au cours d'un siècle il va y avoir une guerre civile qui va pas mal les affecter. Il va y avoir aussi des catastrophes naturelles. À un moment, il y a des étrangers venus d'Amérique du Nord qui vont venir s'installer, qui vont essayer de fonder une entreprise, etc. Donc, il va y avoir beaucoup d'évolutions, beaucoup d'événements qui vont se passer dans ce village dont on ne va quasiment jamais sortir au cours de l'histoire. Et en fait, au début, ça m'a rendu la lecture un petit peu difficile au départ, puisqu'en fait, dans les premiers chapitres, j'avais l'impression que le récit n'était qu'une suite d'anecdotes en fait sur la vie de ce village, les différents habitants, etc. Il se passait plein de petits trucs, mais je voyais pas de fil, vraiment de fil conducteur se dessiner. En fait, j'avais l'impression que c'était juste une série d'anecdotes qui n'étaient pas très reliées entre elles. Et du coup, j'avais un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Je me sentais très extérieure en fait au récit, et je n'arrivais pas du tout à m'attacher au personnage. Alors cette impression-là par rapport au personnage a persisté tout au long du roman, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun personnage qui m'a vraiment plu. Je ne me suis pas attachée à eux, je ne les ai pas détestés, mais voilà, je me sentais relativement indifférente par rapport à eux. Après, concernant l'histoire du fil conducteur, là par contre ça s'est amélioré, puisqu'au fur et à mesure que j'avançais, il y avait quand même une ligne qui commençait à se dessiner dans l'intrigue. Et en fait, ce que j'ai surtout apprécié dans ce roman, ça a été toutes les réflexions qui sont amenées en fait au fil des événements, puisque même si au départ on a un côté un peu anecdotique, au fur et à mesure, ça va partir vers des thèmes beaucoup plus larges et beaucoup plus importants, si je puis dire. Donc ça va beaucoup parler de la guerre, ça va beaucoup parler de l'amour et des relations amoureuses. Et pour une fois, ça ne m'a pas saoulée, puisque d'habitude, l'amour et les relations amoureuses dans les romans, ça m'ennuie profondément. Et là, j'ai trouvé que c'était amené de façon pas trop lourde, que c'était intéressant, qu'il y avait vraiment des réflexions, intéressantes par rapport à ça. Ça va aussi beaucoup parler de la mort, puisque ça se passe sur un siècle. Forcément, il y a des personnages qui vont mourir au fil du récit. Et donc le thème de la mort, du deuil est très 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 présent dans ce livre-là. Ça va également parler un petit peu de politique, puisque donc je vous disais qu'il y a une histoire de guerre civile, et il va y avoir pas mal de réflexions assez, assez critiques, j'ai trouvé en fait, de la part de l'auteur sur la guerre, sur les hommes politiques, la façon dont ils utilisent la guerre comme un moyen pour arriver à leur fin, etc. Il y a une assez... c'est pas ouvertement... c'est pas ouvertement contestataire ou quoi que ce soit, mais il y a quand même une réflexion assez critique par rapport à ces thèmes-là. Et ça va aussi parler de plein de trucs en fait sur la nature humaine, le désir de découvrir le monde, et en même temps l'attachement à ses racines qui font qu'on a envie de rester dans son village ou d'y revenir après y être parti, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de thèmes en fait assez universels qui sont abordés. Et j'ai trouvé que c'était assez réussi de ce point de vue-là, que c'était un roman très philosophique en fait. Alors c'était à la fois bien et à la fois une difficulté, puisque du coup c'était assez dense à lire. Il n'est pas très très long, il fait 460 pages, mais j'ai quand même mis un certain temps à en venir à bout, puisque du fait de toutes ces réflexions assez profondes qu'il y avait, c'était assez dense comme je le disais. Ça demandait parfois une certaine concentration à la lecture. Le rythme n'était pas toujours très rapide non plus. Il y a beaucoup de passages où... pardon, je perds ma voix.
Il y a beaucoup de passages un peu d'introspection, de réflexion existentielle, etc. Donc c'est pas un roman où il y a plein d'actions tout le temps, où c'est très haletant, etc. C'est plutôt un roman qui parfois peut être assez contemplatif. Et à côté de ça, on a aussi donc ces éléments fantastiques, comme je le disais, qui surviennent de façon très impromptue, c'est-à-dire que c'est pas comme un roman fantastique où il y a un système de magie bien établi et on sait à peu près le pourquoi du comment. Là, en fait, c'est juste des événements qui surviennent d'un coup au milieu de l'histoire. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas vraiment quel est l'objectif de ces événements. Par exemple, à un moment, on a un personnage qui d'un coup va s'envoler dans les airs et qui va partir dans le ciel. Et on ne sait pas pourquoi, il part dans le ciel et puis voilà quoi. Donc c'est plein de petits événements assez curieux comme ça qui surviennent, qui jalonnent le récit et qui apportent une dimension assez spéciale. Alors je pense aussi que c'est des événements qui sans doute sont très symboliques, mais peut-être que j'avais pas les références nécessaires pour comprendre en fait la symbolique de ces différentes choses, puisque je pense qu'il doit aussi y avoir des symboliques religieuses probablement, puisque la religion est aussi un thème qui est abordé au fil du récit. Donc bon. Mais voilà, dans tous les cas, c'est un roman qui est assez inclassable, comme je le disais, assez difficile à décrire, puisque voilà, c'est à la fois historique, puisque ça se passe sur tout un siècle. C'est aussi contemporain, puisque ça parle quand même d'une époque moderne. Enfin, je sais pas trop. Ça a été écrit au cours du XXe siècle, donc voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, donc on peut dire que c'est un peu contemporain. C'est un petit peu fantastique, c'est très philosophique, c'est aussi un peu une sorte de drame, puisque comme je le disais, il y a des passages assez tragiques, assez tristes. Donc voilà, c'est un roman en fait qui condense énormément de choses, et c'est pour ça que la lecture demande un petit peu de temps, et à moi en tout cas m'a demandé parfois un certain effort. Surtout que les chapitres sont très longs, et il n'y a pas beaucoup de subdivisions, en fait, il n'y a pas beaucoup de sauts de paragraphes. C'est vraiment, je vais vous montrer un exemple, c'est vraiment des pavés de texte comme ça qui prennent toute la page. Et il y a très très peu d'espace en fait, il y a très peu de séparation. Donc c'est assez costaud à lire, voilà. Mais en même temps, même si parfois j'ai pas galéré parce que c'était pas non plus hyper difficile à lire, mais même si parfois ça m'a demandé un certain effort, c'est quand même une lecture que j'ai beaucoup appréciée pour la profondeur des réflexions qui étaient abordées et qui je pense figurera dans mon top des lectures de cette année. Voilà donc pour 100 ans de solitude, j'ai parlé assez longtemps dessus, je vais essayer d'aller un peu plus vite sur les suivants, ça devrait être faisable puisqu'il n'y a pratiquement que des bandes dessinées. Puisque donc samedi de la semaine dernière, je suis allée pour la première fois dans la librairie spécialisée en bande dessinée qui est à Nancy, qui s'appelle La Parenthèse, pour ceux qui connaissent, qui est très chouette, j'ai bien aimé, c'est assez grand, il y a beaucoup de choix et j'ai trouvé tout ce que je voulais du premier coup, ce qui est assez rare parce que je cherchais notamment ceci, donc les tomes 5 et 6 de la série Murena. Et c'était des livres que je n'arrivais pas à trouver en librairie, pourtant c'est une série connue, mais dans les librairies un peu généralistes, j'avais beaucoup de mal à tomber dessus. Et donc là, dans cette librairie spécialisée à La Parenthèse, je les ai trouvés tout de suite, donc j'étais très contente. Donc Murena, c'est une série de... alors j'ai oublié les prénoms, mais leur nom c'est Dufaux et Delaby. C'est publié chez Dargaud. Et donc je l'ai découverte à la fin de l'année dernière, puisque j'avais eu les 2 premiers tomes pour Noël, il me semble. Et j'avais bien aimé, du coup j'ai continué. Et là en fait, après le tome 4, je m'étais arrêtée pendant assez longtemps, justement parce que je n'arrivais pas à trouver les livres en librairie. Et là je viens de reprendre cette série et j'ai bien l'intention de la finir d'ici la fin de l'année, voire même au cours du mois de septembre, puisque j'ai vraiment adoré retrouver cet univers. Donc le tome 5 s'intitule La déesse noire. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 5, je peux pas trop vous en dire sur l'intrigue puisque sinon je vais vous spoiler vu que c'est déjà le milieu de la série, donc il y a une dizaine de tomes en tout. Mais voilà, ça se passe dans la Rome antique sous le règne de l'empereur Néron et c'est super bien, voilà. J'aime beaucoup les dessins, je vais essayer de vous montrer une page qui spoile pas. Mais donc voilà, c'est une ambiance... c'est une ambiance à la fois assez poétique par moments, mais aussi assez violente, puisqu'il y a pas mal de scènes, il y a pas mal de scènes de violence. Donc voilà, je vous montre un petit peu les dessins.
Donc c'est des dessins assez raffinés, assez jolis, le traitement des couleurs est assez réussi. Et donc c'est très 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 bien recherché au niveau historique, puisque même à la fin de chaque tome, on a des références bibliographiques sur des livres, des essais, etc., que les auteurs ont utilisés pour faire leurs recherches sur la vie quotidienne dans la Rome antique, les différents personnages qui sont évoqués, etc. Donc c'est très réaliste du point de vue historique, même si évidemment il y a un peu de fiction. Et c'est vraiment super intéressant, les personnages sont très bien exploités, ils ont vraiment une psychologie bien développée. Donc c'est une ambiance assez sulfureuse, hein. Beaucoup de personnages sont obsédés par le pouvoir, donc il y a beaucoup de manigances, de complots, d'assassinats. Voilà, c'est une ambiance assez sanglante par moments. Il y a aussi beaucoup de luxure, beaucoup d'histoires de prostitution, de relations, un peu, voilà. Et vraiment, c'est une série que je trouve super super réussie. Ce sera aussi un de mes coups de cœur de l'année 2019, je pense. Donc, je vous montre le tome 6 donc, qui s'intitule Le sang des bêtes. Et donc bah, je vais pas tarder à m'acheter les tomes suivants, puisque bah, maintenant j'ai très envie de connaître la suite, maintenant que j'ai repris cette série, et de savoir comment ça va se finir, puisque vraiment c'est une très très belle découverte, et ça m'a donné envie de lire plus de bandes dessinées. Donc également à la parenthèse, j'ai acheté le deuxième tome d'un comics cette fois-ci. Il s'agit de la série Trees de Warren Ellis et Jason Howard. C'est publié chez Urban Comics dans la collection Indies. Je crois que c'est ça. Ah non, c'est la collection, ouais, collection Urban Indies. Bref. Donc Trees, je vous avais pas présenté le tome 1 en vidéo parce que ça faisait partie des livres qui étaient restés à Paris pendant que j'étais déjà partie, etc. Donc en fait c'est une série de science-fiction. Pour l'instant il y a 2 tomes qui sont sortis, le 3e tome est à paraître. Une série de science-fiction qui part du principe que un jour sur la Terre se sont posés des extraterrestres, mais des extraterrestres très particuliers, puisqu'en fait ce sont des sortes d'arbres géants, donc des arbres qui font plusieurs centaines de mètres, voire même plusieurs kilomètres de haut, qui un beau jour se sont juste posés comme ça sur la Terre, donc en écrasant tout ce qu'il y avait en dessous. Donc quand c'était au milieu d'une ville, bah, ils ont écrasé tous les immeubles, etc. Et depuis, ils n'ont absolument rien fait, c'est-à-dire que l'histoire commence 10 ans après l'atterrissage des arbres, et pendant 10 ans, il ne s'est rien passé, les arbres étaient juste posés et ne faisaient rien. Du coup, les gens ne savent pas trop pourquoi ils sont là, ce qu'ils sont venus faire, etc. Et en fait, au cours du tome 1 et du tome 2, les arbres commencent à faire quelque chose. Je ne vais pas vous dire quoi, mais voilà. Il commence à se passer quelque chose au niveau de ces arbres. Et à côté de ça, on va avoir plein d'intrigues avec différents personnages qui vont être liés à ces arbres de différentes façons. Donc il va y avoir des intrigues un peu politiques, des intrigues scientifiques, puisque donc il y a des biologistes qui vont essayer de comprendre ce que c'est que ces arbres, etc. Et on va suivre un peu le destin de ces différents personnages pour découvrir ce que c'est que ces extraterrestres et qu'est-ce qu'ils veulent et est-ce qu'ils ont l'intention de tuer l'humanité ou pas. Donc le tome 1 m'avait laissé une impression un petit peu mitigée. J'avais trouvé le thème intéressant, mais pour moi il n'y avait pas de cohérence dans l'intrigue, parce qu'on suivait plein de personnages différents dans plein d'endroits du globe, mais je trouvais que ça se rassemblait pas assez en fait. L'intrigue me semblait un peu trop dispersée et je voyais pas vraiment de cohérence d'ensemble se dégager. Et je n'aimais pas beaucoup les dessins non plus. Bon. Du coup, j'espérais que ça s'améliorerait dans ce tome 2, au moins pour la cohérence de l'intrigue, puisque bon, pour les dessins, c'est toujours pareil. Je vous montre un exemple. Donc voilà, ça se présente un peu comme ça. Parfois, il y a des pages un peu monochromes, comme ici en rouge. Et donc pour le dessin, c'est un petit peu sombre, mais voilà, c'est des dessins un peu comme ça. En fait, le trait est assez dur, je sais pas comment dire ça, mais bon voilà, j'accroche pas trop personnellement. Et concernant la cohérence de l'intrigue, bah, ça s'est pas trop arrangé dans ce tome 2. En fait, j'ai été déçue par ce tome 2 clairement, et je pense que je ne continuerai pas la série, puisque en fait dans ce tome 2, il y a un peu moins de personnages que dans le 1, puisqu'un certain nombre d'entre eux sont complètement laissés de côté, donc ils n'apparaissent pas vraiment dans l'histoire de ce tome-là. On va ici plus se concentrer sur certains personnages particuliers, mais malgré ça, j'ai trouvé que l'intrigue ne trouvait toujours pas son chemin, si je puis dire. En fait, on n'apprend pas grand-chose par rapport au tome 1. C'est-à-dire que le premier tome laissait beaucoup de questions en suspens,
Et ce tome 2 n'apporte quasiment aucune réponse en fait. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles informations. J'ai trouvé que finalement ça continuait un peu à tourner en rond. Que voilà, finalement on n'en savait pas beaucoup plus, que l'intrigue n'avait pas vraiment avancé, parvenue à la fin de ce tome 2. Et en fait, pour tout vous dire, je me suis un petit peu ennuyée en fait au cours de cette lecture. J'ai pas trouvé beaucoup d'intérêt. Et, et voilà, j'ai été assez déçue. Donc c'est dommage parce que le thème de départ est original, cette histoire avec les arbres, etc. Puis les couvertures sont super réussies, je trouve, par contre. J'aime beaucoup les couvertures, mais voilà, l'intrigue n'a pas su m'intéresser. Et les personnages m'ont semblé également très très caricaturaux. Ça, c'est quelque chose qui m'a gênée. Il y avait des dialogues parfois où les personnages avaient des réactions que je trouvais assez exaspérantes parce que c'était vraiment des clichés, quoi. Et du coup, voilà, j'ai pas réussi à trouver suffisamment de points positifs pour vouloir continuer cette série. Et donc, en ce moment, je suis en train de lire Quand sort la recluse de Fred Vargas. Donc, c'est aussi un livre que je ne vous avais pas présenté avant, puisqu'en fait, c'est mon père qui me l'a prêté. Donc, Fred Vargas, c'est une auteure de romans policiers très connue. Et donc là, c'est un livre qui fait partie de sa série avec le commissaire Adamsberg. Alors je sais pas à quel tome entre guillemets ça correspond puisque je les lis pas trop dans l'ordre. En fait de cet auteur j'ai lu déjà L'homme à l'envers qui est un tome beaucoup plus ancien qui abordait notamment le thème des loups et de la lycanthropie que j'avais vraiment bien aimé, j'avais trouvé ça très sympa comme lecture. Je reprends mon souffle. Et donc là dans Quand sort la recluse on va plutôt parler des araignées puisque la recluse est une espèce d'araignée qui vit dans le sud de la France. Et l'histoire commence, on va dire, quand le commissaire Adamsberg va entendre parler de 3 hommes qui sont morts après avoir été mordus par cette araignée, alors que normalement son venin n'est pas mortel. Et donc du coup il va se demander en fait s'il n'y aurait pas un assassin humain qui en fait aurait assassiné ces 3 hommes en essayant de faire passer ça pour des morsures de recluses ou en utilisant des recluses pour les tuer, voilà, on ne sait pas trop. Et donc il va décider d'enquêter là-dessus. Alors là j'en suis à la page 158, mais malgré tout l'histoire, enfin l'enquête n'en est toujours qu'à son début, puisqu'en fait ça va pas seulement parler de cette enquête avec la recluse, mais ça va aussi suivre des enquêtes un petit peu parallèles. C'est assez particulier puisque donc on a l'enquête principale qui est celle sur l'araignée et à côté de ça on a plusieurs mini-enquêtes qui sont aussi résolues par le commissaire Adamsberg, parfois en seulement 24 heures et ça fait, je sais pas trop comment dire ça fait des petites enquêtes parallèles qui viennent s'ajouter à l'enquête principale et du coup en fait dans les 150 premières pages là on a beaucoup parlé des enquêtes parallèles alors que l'enquête principale en est toujours à ses tout débuts. Du coup c'est assez curieux, je sais pas si j'avais déjà lu un thriller ou un roman policier qui fonctionnait comme ça avec plusieurs enquêtes en même temps. Je trouve le procédé assez singulier, mais bon, pourquoi pas. Et du coup, je peux pas beaucoup vous en dire pour l'instant, vu que finalement j'en suis toujours au début de l'histoire, même si j'ai lu 150 pages. C'est le genre de livre où on s'attache en général pas trop aux personnages. En tout cas, moi, j'ai pas spécialement d'affinité avec le commissaire Adamsberg ou avec les autres personnages. Et en tout cas ça se lit bien, donc c'est écrit assez gros, ça se lit assez vite. Je trouve que parfois il y a quelques répétitions où l'auteur a tendance à réexpliquer plusieurs fois les mêmes informations. Donc des fois, notamment dans les dialogues, parfois c'est un petit peu lourd, mais bon, peut-être que ça va passer par la suite. En tout cas, l'histoire avec l'araignée, ça m'intéresse beaucoup, puisque donc j'adore la biologie, les animaux, etc. Et les araignées, ça fait partie des animaux qui m'intéressent particulièrement. Du coup, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus et je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Voilà, donc c'est tout pour ce petit point lecture. J'aimerais bien me faire un petit challenge au cours du mois de septembre. Peut-être du coup que je vous ferai une vidéo pour vous présenter ma palle pour ce challenge. Je dis ça avec un accent complètement pourri, mais bon. Mais voilà, je ne vais pas vous expliquer ça maintenant parce que la vidéo est déjà longue. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et puis je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Salut!